Bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer à une institution à la fois hyper puissante et super discrète, la Banque Centrale Européenne, la fameuse BCE. C'est elle, dans l'ombre, qui donne le rythme à l'économie de millions d'Européens. On la décrit souvent comme un chef d'orchestre silencieux. C'est une image assez parlante, non? Une entité qui, depuis son siège à Francfort, dirige toute la symphonie économique de la zone euro, sans que personne, ou presque, ne la voie agiter sa baguette. Alors, pour y voir plus clair dans cette partition un peu complexe, voilà le programme. On va d'abord se demander qui est ce chef d'orchestre, quels sont ses instruments. Ensuite, on verra comment ces décisions provoquent un effet domino jusqu'en France, quel impact ça a sur notre quotidien. Et pour finir, on regardera la face cachée de sa musique, son impact social. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Qui est vraiment ce chef d'orchestre européen et comment est-ce qu'il prépare le terrain pour toute notre économie? Alors, la BCE, la Banque Centrale Européenne. Créée en 1998, c'est pour faire simple la banque des banques de la zone euro. Sa grande mission, c'est de gérer la politique monétaire pour tous les pays qui utilisent l'euro, histoire d'avoir un cadre économique commun. Et son objectif numéro 1, c'est gravé dans le marbre des traités, la stabilité des prix. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'elle cherche à maintenir l'inflation, donc la hausse générale des prix, autour de 2%. C'est un peu le chiffre magique. On considère que c'est le point d'équilibre parfait pour encourager un peu la consommation, sans pour autant que notre épargne fonde comme neige au soleil. Mais ce qui la rend vraiment spéciale, c'est son indépendance. Elle a été pensée pour être totalement à l'abri des pressions des gouvernements nationaux. Une autonomie à la fois politique, opérationnelle et financière, c'est du quasi jamais vu. L'idée, c'est que ces décisions doivent être purement techniques, pas guidées par un calendrier électoral. Ok, maintenant qu'on a posé le décor, voyons voir les instruments. Comment la BCE fait-elle concrètement pour jouer sa partition? Elle a une véritable boîte à outils à sa disposition. Il y a 3 outils principaux. D'abord, le grand classique, les taux directeurs. C'est l'arme principale. En gros, en les modifiant, la BCE fixe le prix de gros de l'argent. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les opérations d'open market. Imaginez que la BCE ouvre ou ferme un grand robinet de liquidité pour les banques pour s'assurer que l'économie ait toujours assez de carburant. Et enfin, la forward guidance. C'est un peu l'art de la communication. La BCE annonce à l'avance ce qu'elle compte faire pour que personne ne soit pris par surprise. Bon, tout ça, c'est la théorie. Voyons comment ça se traduit très concrètement en France. Comment une décision prise à Francfort finit par arriver jusqu'à notre compte en banque. Prenons un exemple bien réel. En juin 2025, après avoir lutté contre une forte inflation, la BCE a décidé de baisser son taux principal à 2,15%. Ça, c'est l'étincelle, le tout début de la réaction en chaîne. Et voilà, la conséquence directe, presque immédiate. Le taux moyen pour un crédit immobilier sur 20 ans en France se cale autour de 3,15%. Le lien est mécanique. Si les banques en prêtent moins cher à la BCE, eh bien elles peuvent nous prêter de l'argent moins cher aussi. Logique. Et pour bien se rendre compte de la différence, il faut se rappeler que fin 2023, on était à plus de 4%. Donc cette décision de la BCE a rendu les crédits immobiliers bien plus abordables en à peine un an. L'idée derrière, évidemment, c'est de redonner un coup de fouet au marché immobilier. Et attention, ça ne touche pas que les ménages. Pour les entreprises aussi, c'est crucial. Un crédit moins cher, ça veut dire qu'il est plus facile d'investir, de se moderniser, d'innover et, bien sûr, l'objectif ultime, d'embaucher. C'est ça, stimuler l'économie réelle. Parce qu'au final, la vraie question, c'est bien celle-là. Quel est l'impact de tout ça sur notre vie de tous les jours, sur notre portefeuille et sur l'emploi? En fait, la BCE agit un peu sur 2 tableaux en même temps. D'un côté, elle essaye de protéger notre pouvoir d'achat en gardant l'inflation sous contrôle. De l'autre, elle veut booster l'investissement des entreprises parce que c'est ça qui crée des emplois. Et alors, est-ce que ça marche? Côté inflation, en 2025, la mission semble plutôt réussie. Après la flambée qu'on a connue, les prix se calment, on se rapproche de la cible des 2%. Et ça, c'est une super nouvelle pour notre pouvoir d'achat. Par contre, il faut être honnête, la politique monétaire n'est pas une baguette magique. Même avec des crédits moins chers pour les entreprises, le chômage en France, lui, bouge peu. Il reste bloqué autour de 7,8%. Ça montre bien que d'autres problèmes, plus profonds, plus structurels, sont aussi en jeu. Et ça nous amène à un point plus délicat, une perspective plus critique. Parce que derrière les grands mécanismes économiques, il y a une dimension sociale, souvent invisible, qu'il faut absolument aborder. Le sociologue Frédéric Lebaron, par exemple, lance un avertissement assez fort. Pour lui, la politique monétaire, tout en favorisant une croissance modérée, ne réduit pas les disparités sociales, bien au contraire. C'est une critique qui fait réfléchir. Son analyse, en gros, c'est que ces politiques profitent surtout à ceux qui ont déjà un patrimoine, des actifs financiers, et pendant ce temps-là, les classes populaires, elles, peuvent être un peu les oubliées de la croissance et s'enfoncer dans une forme de précarité multidimensionnelle qui touche à la fois la santé, le logement et l'emploi. Il plaide donc pour que ces décisions ne soient pas que techniques, mais fassent l'objet d'un vrai débat démocratique.
Et puis, il y a un autre problème de fond. C'est le principe même d'une politique taille unique pour des pays très différents. Prenez 2025. La France a une croissance anémique de 0,6%, pendant que l'Espagne carbure à près de 2%. La même politique monétaire peut être un frein pour l'un et pas assez pour l'autre. C'est un vrai casse-tête. En résumé, on voit bien que le rôle de la BCE est un vrai numéro d'équilibriste. C'est, comme le dit une de nos sources, un mélange de science, d'art et de jonglerie digne d'un cirque financier. Il faut constamment trouver le juste milieu entre des objectifs qui parfois se contredisent. Ce qui nous laisse avec une grande question pour finir. La politique de la BCE, est-ce que c'est juste un outil technique pour assurer la stabilité de l'économie, ou est-ce que c'est, au fond, un acte profondément politique avec des conséquences sociales majeures? La réponse, vous vous en doutez, est loin d'être simple.